si vous pourriez vous présenter pour la caméra. Bonjour, je m'appelle Pierre Canet, je suis directeur du plaidoyer et des campagnes au WWF, le Fonds mondial pour la nature, qui a ce logo, le panda, connu de beaucoup, et je suis basé en France. Je commence. Parfait. Donc, en fait, on voulait un peu aussi savoir déjà c'est quoi le rôle en fait de WWF par rapport en fait à tout ce qui est par rapport à la COP et par rapport aux choses qu'elles font en travers la COP. Nous, on est donc le Panda WWF, on est une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire que notre objectif, il n'a pas d'intérêt spécifique lié à une nation, à une entreprise ou à un individu, mais on est une institution qui allons basée sur des recommandations scientifiques, c'est notre doctrine, pousser des recommandations en termes d'ambition sur les enjeux liés à la biodiversité, la protection de la nature, le climat. Ça nous appelle par l'histoire de notre organisation, on est parti de la protection des espèces, des espaces aussi, de la nature, des habitats à protéger. Et on a, dans les années 90, il y a eu plusieurs rapports du GIEC, du rapport Brundtland, aussi qui ont poussé vraiment cette notion de la relation entre l'humanité et la nature, et de la responsabilité de nos activités qui détruisent la nature. Et donc le WWF, on est aussi très attaché aux questions de réduction de l'empreinte de nos activités. Et c'est cela qu'on vient pousser ici, protection de la nature, réduction de l'empreinte. Et dans cette COP, on est observateur, c'est-à-dire qu'on a ici NGO, on fait partie des ONG, et donc on a la possibilité d'accéder à des négociations, des discussions où vous avez à l'écran le texte et les pays qui sont autour de la table et qui vont pousser les choses, et nous on surveille ce qui est discuté, et ensuite on va influencer les pays pour leur dire vous avez tenu cette position, c'est pas bien, nous on veut vraiment que vous teniez cet objectif pour 2030, vous pouvez pas négocier ou tracter telle ambition avec telle autre, on surveille en quelque sorte aussi ce que font les pays. Et donc on se voit comme étant un peu la voix de la société civile au sein de la COP et en partenariat avec d'autres ONG. WWF, on est très attaché aux questions liées à la science, à la nature, à la biodiversité. Il y a aussi des partenariats avec d'autres ONG de la société civile qui travaillent par exemple sur des enjeux sociaux, sur des questions de développement, sur des questions de droits humains, et donc c'est très important que aussi avec ces autres acteurs on travaille. Donc dans la COP, on va suivre comme des petites fourmis, on a plusieurs pandas qui regardent ce que font les pays, et puis on a des rendez-vous à l'extérieur de la négociation parce qu'on ne peut pas parler sur le texte, c'est les parties à la convention qui vont parler. Donc on a des rendez-vous à l'extérieur pour parler aux négociateurs, parler aux ministres qui seront là la semaine prochaine. Et puis en plus de ça, on a des initiatives que l'on mène sur le terrain qui peuvent être des programmes pour protéger des mangroves, des programmes pour protéger des forêts tropicales, des programmes que l'on mène pour réduire l'empreinte de l'agriculture, pour engager les entreprises. Et donc cette COP, c'est aussi un rendez-vous au-delà de la négociation avec tous les acteurs de la nature et de la biodiversité, ou des entités qui ont des responsabilités par rapport à la protection de la nature. Et donc ces acteurs sont présents à la COP. Et donc notre objectif, c'est de les mobiliser, les pousser, leur mettre la pression aussi pour s'engager autour de la nature. Donc ça, c'est un travail qui est aussi lancé à l'occasion de cette COP en tant que WWF. Par rapport à la COP, est-ce que vous êtes confiant cette année pour le fait que tous les objectifs soient atteints 10 ans plus tard ou un peu moins, je crois, 8 ans? Oui, du coup, il y a pas mal d'objectifs qui sont effectivement poussés pour 2030. Donc notre objectif, cette COP, elle devait se tenir en 2020, elle a été décalée à cause de la pandémie. Donc là, ça a traîné un peu, et donc du coup, ce que je dis souvent, c'est que les pays ils naviguent à vue aujourd'hui parce qu'ils avaient des objectifs pour 2020, des objectifs d'Aichi, donc une vingtaine d'objectifs qui n'ont pas, aucun d'entre eux n'a été tenu. Et aujourd'hui, en 2020, c'est dépassé. Et donc l'objectif, c'est qu'ici, ils trouvent un nouveau cadre pour bien fonctionner. Comme pour le climat, on a l'accord de Paris. Cet accord, depuis 2015, il structure le travail des pays. Mais pour la nature, on n'a plus de cadre. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un cadre. Et dans nos demandes, il y a vraiment plusieurs objectifs poussés pour 2030. Le premier objectif, c'est un objectif qui est lié à la protection d'au moins 30% des terres et de l'océan. Donc aujourd'hui, on a une protection assez faible de l'océan et des espaces terrestres qui sont malheureusement touchés par nos activités. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider à
protéger fortement ces espaces pour que les espèces qui y vivent ne soient pas menacées par nos activités. C'est un objectif de 30%. Deuxième objectif, c'est la question de l'empreinte que j'évoquais tout à l'heure. Il faut réduire la pression qu'on met sur les espèces. Je vous donne un exemple dans l'agriculture. On a aujourd'hui au niveau mondial beaucoup de pesticides qui sont utilisés, qui vont tuer des insectes, qui vont tuer des abeilles sauvages, qui vont tuer la vie en fait, et qui vont nuire à notre écosystème dont on a pourtant besoin pour vivre. Il y a beaucoup d'oiseaux des champs qui ont disparu aussi liés à cette activité agricole. Et donc aujourd'hui on a des solutions dans l'agroécologie, le bio, qui permettent de se passer ces pesticides. Donc la question c'est comment dans cet accord on a des objectifs très précis. Un autre exemple, celui de la pollution plastique. On a beaucoup de plastique qui malheureusement jusqu'au microplastique naviguent dans les océans, dans des écosystèmes qui viennent étouffer aussi par les filets de pêche ou autres, des tortues par exemple. Et notre objectif c'est d'avoir vraiment des cibles chiffrées pour 2030. Après, par rapport à ta question de savoir est-ce que ça va être tenu ou pas, c'est comme pour le climat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas d'objectif, on ne risque pas d'avoir des engagements qui sont alignés avec ces objectifs. Donc il faut d'abord qu'il y ait ces objectifs. Donc on a vraiment à pousser, c'est pas gagné qu'on ait ces objectifs. Deuxième point, une fois qu'on a ces objectifs, il faut des contributions de tous les pays pour dire j'ai cet objectif mondial et moi en tant que France, en tant que Brésil, en tant qu'Afrique du Sud, en tant que Chine, en tant que États-Unis, en tant que Canada, voilà, il y a des objectifs qui sont poussés. J'ai dit États-Unis parce que je pense au climat, mais on a aussi, il faut savoir, des pays ici qui ne doivent pas forcément rendre compte, et donc les États-Unis en font partie. Mais s'agissant des pays qui sont dans cette convention impliquée dans la négociation aujourd'hui, le cadre, il doit s'appliquer à ces pays. Et donc, il y a ce qu'on appelle les NBSAP, qui sont des engagements de ces mêmes pays, où on aimerait voir figurer justement leur contribution aux 30% nature, à la réduction d'empreinte écologique de moitié d'ici à 2030. Et ça, c'est encore en négociation, et donc ces objectifs, ces cibles, elles ne sont pas garanties pour le moment. Au moment où je vous parle, là, c'est justement négocié. En haut, là, dans les salles, en bas plutôt, on est au deuxième, en bas dans les salles, on a les parties à la convention qui échangent pour dire ça, je veux enlever ce qui est entre crochets, ça, cette cible, elle ne me va pas. Sur les obligations, il faut réduire le langage, donc on doit dire plutôt devrait permettre plutôt de doit, shall permettre, doit permettre. Donc on a aussi des formulations qui sont différentes. Et vous êtes quand même avec l'association, on va dire au premier plan, et vous voyez vraiment ce qui se passe par rapport à la biodiversité. Et les gens qu'on a rencontrés avant vous, la plupart du temps, ils nous disent qu'on voit quand même une petite évolution. Est-ce que vous voyez plutôt une régression, une évolution? Une évolution dans le bon sens ou dans le bon sens, une évolution dans le Ah bon non, sens. aujourd'hui en fait, on a clairement des voyants qui sont au rouge et de plus en plus rouges. En fait, on a dépassé 2 nouvelles limites planétaires cette année. Donc clairement, en fait, on n'est pas sur la bonne trajectoire du tout. Et s'il y a une prise de conscience sur le climat, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus de climat, on voit les impacts du dérèglement climatique. Pour la biodiversité et la nature, on a vu des chefs d'État en parler, mais dans les faits, aujourd'hui, on n'a pas d'énormes efforts pour pouvoir faire face à cet effondrement de la biodiversité. Et on n'est pas du tout au niveau. On a sorti le WWF un rapport qui s'appelle le rapport Planète Vivante. Et tous les 2 ans, on mesure l'effondrement des populations d'espèces vertébrées. On en est à 69% d'effondrement en moins de 50 ans. Cet effondrement, il a lieu et il ne ralentit pas. Et c'est même pas la question de ralentir, il faudrait inverser. Il faudrait pas se satisfaire de dire en fait on atteint moins la nature et la biodiversité. La question là c'est comment on arrête nos pressions sur la nature et comment on aide à cette nature à reprendre place et à se réparer. Donc c'est là où il y a des espaces sur Terre où il faut vraiment qu'on laisse la vie reprendre, qu'on arrête de surexploiter les stocks de poissons avec la surpêche, qu'on arrête de raser des fonds marins avec des bateaux, des chaluts, du chalutage qui abîme le fond des océans, qu'on arrête d'aller puiser des ressources en minier à l'autre bout du monde dans des espaces naturels. Donc en fait, ces activités, elles sont là et il y a même des risques encore plus forts. Par exemple, aujourd'hui, il y a des compagnies qui veulent aller chercher et ouvrir des mines au fin fond des océans. On ne connaît pas encore dans les grands fonds marins la biodiversité et dont on a besoin aussi pour l'équilibre planétaire. Et donc
ces mêmes pays, ces industries sont aujourd'hui, pour certains, déjà dans le plan d'aller toucher des écosystèmes qu'on ne connaît pas. Et donc, dans cette idée d'exploiter ces fonds marins, on est là face à une nouvelle menace. Donc, aujourd'hui, je dirais pas, on ne va pas dans le bon sens du tout. Et c'est pourquoi cet accord, il doit nous aider à amener de nouveaux objectifs, un nouveau cadre, et que les pays eux-mêmes reconnaissent qu'on est face à un effondrement de la biodiversité, et on est dans une crise majeure. Donc il y a la crise climatique et il y a cet effondrement de la biodiversité. Mais il ne semble pas que les pays aient retenu la leçon. Vous regardez ne serait-ce que les subventions dommageables, c'est-à-dire les aides publiques que les États mobilisent chaque année dans les activités qui sont au point de vue des énergies fossiles, de l'agriculture, des infrastructures, du transport. Et ben, en cumulant toutes les aides qui sont néfastes et nocives sur la biodiversité, sont l'équivalent de 1800 milliards de dollars par an. 1800 milliards. Donc vous avez en tête ce que ça peut représenter en termes de chiffrage dans un contexte où les rapports nous disent aussi qu'il manque de 600 à 900 milliards de dollars pour pouvoir financer les actions de protection de la nature. Donc en fait là on n'est pas dans un contexte favorable. Maintenant on est nous WWF dans un rapport pour influencer les choses aussi et dans une lecture où on doit aussi rendre compte de ce qui est plus positif. Donc qu'est-ce qui peut être positif? C'est qu'il y ait plus de citoyens qui soient alertés par la question. Il peut être positif aussi de voir des entreprises s'intéresser et se dire comment j'agis pour la biodiversité. C'est déjà bien de se poser la question et de commencer à mettre en place des décisions. Qu'est-ce qui peut être positif aussi? Les scientifiques ont fait beaucoup de travail, c'est remarquable ce qui a été fait. Donc il faut quand même s'accrocher. Et oui, et il y a le truc le plus important, c'est que en fait, il n'y a pas de fatalité parce qu'on a les solutions. Et donc parfois on pourrait être un peu découragé en se disant on va pas y arriver. Et je pense que c'est important de réaliser que en fait, on a la possibilité d'y arriver parce qu'on a des solutions. Et la petite bonne nouvelle de la semaine, c'est que l'Union européenne, elle vient de finir 2 ans de négociations, de réflexion autour d'un nouveau règlement contre la déforestation. On avait mené une campagne, nous, qui s'appelle Together for Forest, où on avait, avec 210 ONG au niveau européen, poussé. Pendant 2 ans, on a sorti des rapports pour montrer que l'Union européenne, eh bien, par notre marché, donc les produits qu'on consomme, avait un impact sur des écosystèmes et de la nature à l'autre bout du monde, que ce soit dans le Cerrado, que ce soit au niveau de l'Amazonie, du bassin du Congo avec le cacao, ou en Indonésie sur l'huile de palme. Et ben, on a montré qu'on pouvait, en agissant à la racine et en disant il faut interdire les produits qui soient liés à la déforestation sur le marché européen. Et on a obtenu une décision lundi cette semaine. Et ça veut dire que d'ici 18 mois, on sera, nous, en tant que consommateurs en Europe, certains que les produits qu'on achète ne sont pas liés à la destruction de la forêt. Donc quand vous achetez un pneu, quand vous achetez du cacao, quand vous achetez du café, ce que vous faites aussi en matière de biens, de produits ou même de la viande, on sera certain que ces produits ne sont pas issus de déforestation, de dégradation de la forêt. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre qu'en tant que régulateur, on a des avancées qui peuvent changer les choses. Et ça veut dire que l'Union européenne, c'était 16% de la déforestation importée. Donc ça veut dire qu'il en reste 84%, mais sur ces 16% de responsabilité, ils vont être adressés. Et ça, il faut aussi le reconnaître. Je vous recommande d'écouter le podcast qu'on a sorti qui s'appelle Classé F. C'est l'histoire d'une stagiaire qui en fait va travailler et donc décroche un stage chez un député européen qui s'occupe de ce règlement. Et on suit justement sa vie en tant que stagiaire dans cette équipe autour du règlement contre la déforestation. Et c'est un exemple de comment les décideurs marchent et sur le sujet de la déforestation aussi les chiffres clés et un petit peu le constat aussi avec la capacité de l'Union européenne ou non à agir contre la déforestation. Ça s'appelle Classé F et ça donne une petite idée aussi de ce qui se passe à Bruxelles. Et donc justement vous parliez de qu'il n'y a pas assez de prise de conscience